Mesdames, Messieurs, bienvenue. Son histoire avec la politique n'est pas née d'un coup de foudre. Ce n'est pas non plus une étincelle. Elle n'est pas de la génération spontanée. Un environnement qui s'y prêtait, oui, ou encore mieux, la politique était le 6e élément de son quotidien. Alors déjà enfant, elle a côtoyé tout le gratin politique du Bénin. Les hommes de ce niveau faisaient briller ses yeux d'enfant et de futures femmes. Je veux en épouser un comme ça. C'était son vœu naïf d'enfant. Mais très vite, elle a compris que ce n'était pas la meilleure part. L'envie de faire mieux qu'eux et de décider au même titre que ces hommes est née, a fait son chemin et aujourd'hui est au sommet de sa maturité. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler avec les femmes politiques d'Afrique, femmes politiques au Bénin. C'est une tribune de ces femmes-là qui vous impacte d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous y recevons Amisetou Afo-Djobo. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans Politique L. Je suis avec Darius Rontondi pour animer cette émission portée par Reporter Bénémonde, HM Média Afrique et Guérit TV Monde. Darius Rontondi, bonjour. Oui, Pissounio, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir sur cette tribune. C'est vrai, Pis, nous avons fait le déplacement pour voir cette femme dont vous avez parlé. Nous parlons de qualité de femme, nous parlons de parcours de femme et donc de progrès de femme du Bénin et d'Afrique. Sur cette émission, nous sommes avec une grande, Amisetou Afo-Djobo Oloudé. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Merci, tout le plaisir est pour moi, monsieur Rontondi et madame Ounio. Merci. Voilà, madame Oloudé, vous êtes femme politique, vous êtes ancienne secrétaire parlementaire. Il faut préciser donc avant tout ça, députée, ancienne députée, donc ancienne secrétaire parlementaire. Ça, c'était à l'Assemblée nationale lors de la 5e législature. Et vous êtes toujours femme politique, mais actuellement membre de la Résistance. La présentation que je fais de vous est-elle précise et complète? Monsieur Rontondi, merci. La présentation que vous avez faite de moi, je crois qu'elle est complète. De toute façon, nous sommes sur une tribune politique. On n'a pas besoin forcément d'aller dans les détails. C'est vrai, vous avez souligné mon passage à la 5e législature en tant que député et en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale au poste de secrétaire parlementaire. Et puis, vous avez souligné, après ça, je n'ai pas pu renouveler mon mandat depuis. Et là, je suis membre de la Résistance, comme vous l'avez dit. Mais entre-temps, j'avais créé un mouvement qui s'appelait le Rassemblement citoyen pour la République. Mais depuis que les lois ont changé, les lois sur le système partisan ont été modifiées, il faut reconnaître que je n'ai pas encore pu me mettre à jour par rapport à ces lois-là. Mais je suis toujours active dans la politique de notre pays et je fais ma part au sein actuellement de la Résistance. La Résistance, on en parlera tout à l'heure. Vous me direz ce qu'elle est ou ce qu'elle devient. Mais d'abord, rappelez-nous, vous avez toujours voulu être cette femme qui décide, qui parle de politique, qui participe à la vie de son pays. Quel a été le parcours politique à Amisetou Afo-Djobo? Parcours politique. Bon, il faut dire que, comme l'a rappelé tout à l'heure Pis, j'ai grandi, j'ai été élevée dans une maison où la politique était le quotidien de mes parents. Et c'est depuis ce temps que le virus de la politique m'a atteinte. Et je pensais, depuis ce bas âge-là, devenir une femme politique, à défaut d'être l'épouse d'un homme célèbre, politique célèbre, et qu'il fallait donc que moi-même je puisse prendre ce chemin-là. Et ça a été, j'ai nourri cette ambition depuis cet âge-là, et comme la politique c'est un virus, le virus est resté et il a grandi, mais je suis officiellement
devenue femme politique en 2006. J'ai vraiment jeté le masque pour me mettre entièrement, me jeter dans la politique en 2006. Et ça coïncidait donc avec l'avènement du président Yahya Boni. Nous avons fait la campagne ensemble, nous nous sommes battus, bon, il a été élu. Et après ça, j'ai été élu député à l'Assemblée nationale et j'ai fait ce que je pouvais faire avec les moyens qui étaient les miens. J'ai rempli ma mission, je pense, assez correctement. Et donc, comme on dit, c'est un virus, il ne vous quitte pas si facilement. J'ai continué à militer, vous avez certainement suivi, j'ai été aux côtés de certains hommes politiques. Et après avoir bien sûr quitté Yahya Boni, parce que je ne me retrouvais pas dans la gouvernance qui était la sienne, et j'ai dû devenir membre de l'opposition. Bon, vous ne vous retrouviez plus. Je ne me retrouvais plus dans la manière de diriger notre pays. Et j'ai donc pris sur moi de quitter les Fosses Kory pour un Bénin émergent de l'époque. Et je suis allé dans l'opposition. Vous avez certainement vu le combat et le parcours qui a été le mien aux côtés de ceux qui hier étaient les hommes politiques de l'opposition. Bon, aujourd'hui, je suis de la résistance parce que je peux dire que j'ai l'impression que j'ai une âme de révolutionnaire. J'ai une âme de révolutionnaire. Et ma révolution, ce n'est pas parce que je suis... Ma révolution, c'est en quelque sorte mon engagement aux côtés du peuple. Parce que pour moi, contrairement à ce que certains hommes politiques ou femmes politiques pensent, le peuple pour moi existe. Et le peuple, c'est pour lui que nous faisons la politique. Nous devions faire la politique. Moi, je ne suis pas de ceux qui font la politique juste pour eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a un intérêt, c'est bien d'être à un niveau donné, mais en même temps, pourquoi vous vous êtes engagé? Vous êtes engagé parce que vous avez des convictions. Et moi, ma conviction, l'une de mes convictions, c'est que nous devons pouvoir, nous qui avions eu la chance d'être ici, là où nous sommes, pouvoir regarder avec un air d'amour, un air de solidarité, un air de fraternité, ceux qui sont plus bas que nous sommes appelés à diriger. Et donc, tant que ça ne se passe pas comme ça, je ne me retrouve pas. Et donc, moi, c'est ma conviction, elle est née pour servir le peuple, pour faire avec le peuple, parce que, comme on le dit, nul ne peut être heureux seul. Et si je veux être heureuse, si je veux être libre de dormir tranquillement dans ma maison, d'aller et de revenir à travers le Bénin, c'est qu'il faut que les autres aussi soient à un niveau où la quiétude, la sécurité, la paix règne dans le pays. Qu'ils soient libres aussi, qu'ils soient libres aussi, tranquilles. Voilà. Alors, vous êtes aujourd'hui membre de l'opposition à Patrice Talon, pour qui vous avez, vous avez milité à un moment donné. Aujourd'hui, vous dites, je suis pour les réformes, mais si pour les atteindre, nous devons tous mourir, un problème se pose. Quelle lecture faites-vous alors de la gestion de cet homme-là, en qui vous avez cru à un moment donné, allant des réformes politiques à la révision de la Constitution et tout ce qu'on sait? C'est vrai, vous faites bien de rappeler, j'ai milité pour que le système en place aujourd'hui soit là. Et en même temps, vous vous étonnez de voir que je suis de la résistance. Vous savez, vous portez un idéal. Vous portez un idéal, et quand vous portez cet idéal et qu'il est déçu, si vous le portez avec vos convictions, avec votre foi, et qu'il est déçu, vous ne vous retrouvez pas. Et donc, je ne me suis pas du tout retrouvée, je ne me retrouve toujours pas. Cependant, les réformes, pour qu'un pays avance, on a besoin de réformes. Et les réformes ne peuvent pas se faire sans prendre en compte les aspirations légitimes du peuple. C'est vrai qu'on pense qu'avec la dictature, prendre et aller calquer ça, les obliger à respecter, ça va être pointant. Parce qu'ils n'ont pas participé à l'élaboration. Ils ne se sentent pas concernés. Vous comprenez que tout ce qui se fait aujourd'hui au plan des réformes, j'ai peur. J'ai peur parce qu'on aura englouti des efforts, des énergies, des ressources financières, des ressources humaines pour faire ces réformes, pour les mettre en application. J'ai peur que lorsque ce système
ne sera plus là, parce qu'il n'est pas éternel de mon point de vue, que tout ça tombe à l'eau. Parce que simplement, les populations ne se seraient pas senties concernées lors de la construction de ces réformes. Ou parce que des gens comme vous, une fois revenus, voudraient encore tout chambouler? Et non, pas forcément. Si c'est bon, on maintient. Nous ne pouvons pas réinventer là-haut. Nous ne pouvons pas recréer le monde. Aujourd'hui, ceux qui sont là se comportent comme si le Bénin n'avait jamais existé, qu'il a commencé à exister seulement depuis 2016. C'est là le problème. Vous pensez qu'il y a une main de dictature derrière? Bon, moi, de toute façon, on n'est pas loin de la dictature. Il faut que je le dise, je ne ferai pas une langue de bois. D'autant plus que je ne suis pas d'accord et que je vous dis que les réformes, c'est une très bonne chose pour faire avancer un pays. Mais en même temps, la manière dont elles sont prises, la manière dont elles sont appliquées, la manière dont les choses se passent, je crois que je ne serai pas la première à dire que nous sommes déjà assis dans une sorte de dictature qui ne dit pas son nom. Alors, vous êtes aujourd'hui membre de la résistance. Que devient cette résistance? Déjà fatiguée? Non, vous savez, la résistance, je voudrais dire au peuple béninois que être opposant, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, être opposé à un système qui est en place n'est pas une chose aisée. Et encore au Bénin, où, comme je l'ai décrit tout à l'heure, les libertés sont confisquées, les gens, nous avons des compatriotes qui sont à l'extérieur, exilés, nous avons des compatriotes qui sont en prison parce qu'ils ont émis des idées. Et donc, quand c'est comme ça, vous devez pouvoir comprendre que ceux qui s'appellent opposants ou qui s'appellent résistants rencontrent de véritables difficultés dans l'exercice de leur opposition. Et de mon point de vue, c'est une grosse erreur, sinon une grosse faute que de penser qu'on peut gouverner sans opposition. Parce que l'opposition, c'est elle qui vous met le doigt sur ce que vous avez oublié de faire, c'est elle qui vous rappelle, c'est elle qui vous aide. Et ce n'est pas pour rien qu'on a dit qu'il faut une opposition et je ne sais pas comment on l'appelle ici, c'est la mouvance. Mais voilà. Donc, pensez qu'on ne peut pas ou qu'on ne doit pas avoir des opposants en face de soi, mais dites-vous que vous serez tous les jours que Dieu fait en train de faire des erreurs. Et donc, l'opposition aujourd'hui au Bénin n'a pas disparu. Mais vous comprenez, vous savez mieux que moi comment ça se passe, comment on fait partir, on tient à éteindre cette flamme de l'opposition. Il y a l'achat de conscience, l'achat des personnes, l'achat de ci, de ça. Bon, en tout cas, on utilise plusieurs malices pour décourager ceux qui se présentent comme des opposants ou des résistants. Et ça a marché jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que au départ, il y avait un certain nombre de partis qui étaient dans la résistance. Aujourd'hui, tout s'effrite. On voit ceux-là qui se disaient résistants hier être aujourd'hui de la mouvance. C'est la politique, c'est dynamique. On ne peut pas reprocher ça. Mais les moyens qu'on met en œuvre, la manière dont cela se fait, c'est ça qu'il faut critiquer et dire que la résistance est toujours là. Parce que, je vous dis, les grandes révolutions de ce monde n'ont pas été portées par 1000 personnes. C'est un noyau. Un noyau qui est là, qui s'organise, qui s'organise, même que ce soit de manière visible ou de manière clandestine, qui s'organise, qui porte les idées et qui, donc, après, les fait partager au plus grand nombre. Et un jour, on se rend compte que, paf, voilà une révolution. D'où est-ce qu'elle vient? Parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder, on n'a pas eu le temps de considérer les autres, on a passé tout son temps à mépriser et on se surprend de voir que voilà des gens qu'on n'avait pas cru capables, qui aujourd'hui sont capables. Et l'autre chose que je vais vous dire, c'est le poids de l'argent dans la politique au Bénin. Oui. L'argent. Ça pèse beaucoup? Énormément. Parce que notre mentalité, hélas, et que nous aimons l'argent. On ne veut rien faire, on veut gagner. On veut l'argent facile. Dès l'instant où ce sera comme ça, souffrez que la résistance ou l'opposition peine à réellement jouer son jeu. Quand j'entends les gens... Mais la résistance, elle n'est rien sans le peuple, sans la population. Il faut que la population adhère à ce combat-là. C'est la population qui va porter la résistance, qui va porter les opposants. Vous voyez ce qui se passe en Guinée? Vous croyez que tout ce monde-là est payé? Non, c'est parce qu'ils ont compris
qu'ils vont droit dans le mur. Ils ont compris que s'ils continuent de se taire, et la force des hommes politiques, c'est le peuple. Vous pensez qu'on peut reformater notre peuple et lui inculquer de nouvelles valeurs politiques? Mais bien sûr, c'est ce peuple-là, on l'a vu hier, non? On l'a vu hier se déchaîner, on l'a vu lorsque, c'est vrai, la révolution était arrivée à un moment, il était arrivé à un moment où plus rien n'était plus à sa place. C'est le peuple qui a fait son combat, c'est vrai, dirigé par des leaders, mais en même temps, c'est ce peuple-là, on n'a pas besoin forcément de l'éduquer. On peut l'éduquer, c'est vrai, mais il n'a pas besoin, s'il souffre assez, il va se réveiller, il va se révéler à lui-même et se dire, j'ai un rôle à jouer. C'est vrai que notre système partisan n'a pas permis tout le temps d'éduquer comme il se doit notre population. En même temps, ce n'est pas les 11 millions ou 12 millions de Béninois qui sont adhérents à des partis politiques. Mais tout individu est un observateur de la vie politique de son pays. Mais l'opposition, pour résister, pour véritablement faire jouer son rôle d'opposant, il va falloir qu'elle tourne le dos, qu'elle ferme les yeux sur l'argent. Dites-nous, de vous à nous, est-ce que personnellement vous avez été approché ou qu'est-ce qui fait que vous résistez toujours vous n'avez pas cédé à l'argent? D'abord, je vais vous dire que ceux qui tombent dans le piège de l'argent, de l'achat de conscience et autres, je crois que c'est des gens qui n'avaient pas de conviction. Parce que quand vous avez des convictions, quel que soit ce qu'on vous présente, vous ne pouvez pas vous-même vous battre contre vos convictions. C'est qu'au départ, il n'y avait pas de conviction, on y allait pour un intérêt avoué ou inavoué. C'est pour ça que dès qu'on vous présente l'argent, vous frémissez et puis vous tombez dans le piège. Ce n'est pas votre cas. Donc ça n'a jamais été mon cas et ça ne sera jamais mon cas parce que moi j'ai des convictions. En tant que femme, oui. Quel est le rôle de la femme dans la politique? Mais quand on sait que la femme est un des pôles de l'humanité et que l'homme en est le second, ça veut dire que la femme, aussi bien que l'homme, ont leur rôle à jouer en politique, c'est-à-dire la politique de développement de leur pays, de leur nation. C'est vrai que nous avons eu un retard en tant que femmes à cause de la couture, à cause de l'histoire. Mais aujourd'hui, les femmes ont compris et elles prennent de plus en plus la place qui est la leur au plan politique. Le rôle de la femme en politique, c'est d'être la compagnonne de l'homme, d'être celle-là qui, la main dans la main avec les hommes, construisent le pays. Il n'y a pas un rôle différent, elle n'a pas un rôle parce qu'elle est une femme ou... Non, c'est le même rôle dès l'instant où c'est le même principe. Donc ce n'est pas juste celle qui accompagne. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle doit et elle joue. Elle a toujours joué, je crois, son rôle aux côtés des femmes, des hommes, pardon. Si, dans le passé, on l'a confinée dans le rôle d'organisatrice de meetings, de cuisinière, de restauratrice, aujourd'hui, vous voyez que de plus en plus, ce n'est pas ça. Les femmes ont donc compris qu'elles ont à jouer le même rôle au plan politique de leur nation que les hommes. Alors, donc la femme n'est pas une accompagnatrice, la femme est un acteur, un véritable acteur à part égale. Au même titre. Au même titre que les hommes. De par le monde, en Afrique comme au Bénin, le cercle politique est très vicieux et moins les femmes y vont, plus les hommes sont dominants. Dites-moi, parlez-nous en tant que femme politique de vos déboires, de vos difficultés. La politique, enfin le cercle politique. Oui. De toute façon, c'est un cercle d'intrigue et ce n'est pas un milieu un milieu religieux où on a une foi, on a la crainte de Dieu. Non, c'est un milieu où tous les coups sont permis. Et ce que je vais dire par rapport à cette question, mes déboires, j'en ai connu en tant que femme. Il faut dire que à force d'expérience, on finit par se rendre compte que ce n'est pas un milieu où on va pour s'amuser. Au
départ, j'ai été franchement, et ça je tiens à remercier mes compatriotes de la 14e circonscription électorale, c'est-à-dire Basila, Waké et Kopargo, qui m'ont porté, qui m'ont permis donc d'être élu député. Et j'ai cru que j'avais une haute idée de la politique, une haute idée du député, une haute idée de ceux qui construisent les lois d'un pays. Vous voyez ça comment? Et je voyais ça comme des gens engagés, des gens qui allaient servir en toute conscience. Mais très tôt, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Et donc, mes déboires, moi, je les ai connus quand j'ai quitté, en tant que parlementaire, je suis passée à l'opposition. J'ai commencé à connaître de véritables déboires. Au départ, c'était des petites histoires de jalousie, ce qui est tout à fait humain. Mais après, quand je suis passée à l'opposition, ça a été terrible. Heureusement que j'étais préparée à tout ça. Ça n'a pas été facile. C'est d'ailleurs ça qui a fait que je n'ai pas pu jusqu'ici renouveler une fois encore mon mandat de parlementaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Soufflez-nous en quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, parce que je suis passée à l'opposition, je disais tout à l'heure que ça avait commencé par des petites jalousies. Et dès que je suis passée à l'opposition face à Yahi Boni, tout de suite, ceux qui étaient là et qui attendaient que, voilà, on va lui faire sa fête, se sont mis au travail. Et donc, j'ai vu cette population qui me portait, qui m'a porté, je l'ai vu se retourner contre moi pour des raisons qui n'ont pas de sens. Quand moi, je me suis dit que j'ai tourné dos au système en place parce que ces populations pour lesquelles je combattais, n'avaient pas ce qu'on leur avait promis et que c'est pour ça que je tournais dos. Ces populations me disent non, tu n'as pas à tourner dos, tu restes là, même si on ne nous donne rien, nous on veut. Je dis, Les mêmes populations. Voilà. Alors, vous avez dû comprendre que le combat politique n'est pas le même dans la tête du politique et des populations. Non, les populations, c'est bien ça dans leur tête. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des leaders qui portent les idées. C'est des leaders, enfin, des meneurs, les faiseurs d'opinion, c'est des leaders. La population, même si elle comprend, elle attend toujours qu'on lui dise de quel côté il faut aller. Donc, c'est les leaders là. Tout se joue au niveau des leaders, beaucoup plus. Peut-être maintenant, avec l'ordre va changer, ça c'est sûr. Avec le chaos dans lequel nous allons, avec le coronavirus et tout ça, il y aura un nouvel ordre qui va s'imposer à nous. Et je crois que les populations de plus en plus vont prendre réellement leur place et jouer leur rôle. Donc, on a distillé, voilà, elle veut aller, je ne veux pas dire ça, ils ont dit des énormités que je ne veux pas dire ici. Et tout de suite, quand vous faites entrer la question de l'ethnie, de la région dans notre bien-être très fragile, vous comprenez, ça a des effets. Voilà, ça a des effets. On en a connu un peu récemment. Voilà. Donc voilà comment ça a commencé. Et après, maintenant, à l'intérieur du camp où je suis allé, après être allé à l'opposition, là aussi, ça n'a pas été facile. C'était pas neutre non plus. Pas du tout, parce que vous êtes femme, il faut pas que. Et en même temps, moi, j'aurais voulu que pendant qu'on combat les femmes, que les hommes là prennent de manière honnête et franche ces positions. C'est qu'ils ne les prennent pas. Ils sont dans l'hypocrisie. Ils sont même pas capables. Ils sont même pas capables de faire le tiers de ce que la femme fait. Mais ils sont là juste pour la tirer vers le bas. Alors, en politique, la femme, elle doit avoir de la pudeur, de la retenue, ou elle va donner des coups au même titre que ça se donne. Vous savez, la femme ne pourra jamais donner les mêmes coups de la manière où ça se donne en politique. Parce qu'elle s'appelle la femme. Elle porte la vie. Elle donne la vie. Elle éduque, elle élève. C'est la douceur. C'est quand elle est vraiment obligée que vous la voyez donner des coups. Mais c'est la personne qui supporte et qui continue d'avancer tête haute. Quand elle est vraiment engagée, parce qu'elle veut atteindre son objectif, elle ne veut pas qu'on la détourne de son objectif. Donc, très souvent,
elles ne sont pas prêtes à donner des coups. Elles prennent les coups, elles se redressent et elles avancent. Mais quand elles n'en arrivent plus, je crois qu'elles arrivent à donner aussi des coups, mais à leur manière. La manière, en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Je l'ai fait de manière pédagogique. J'ai parlé, j'ai dénoncé, j'ai dit je sais. J'ai dit des choses pour désarmer au moins l'adversaire, parce qu'il ne faut pas qu'il pense que vous ne savez pas tout ce qui se joue dans votre dos. Donc, dès l'instant où vous commencez à dire, à faire des révélations, à leur dire, vous avez fait ci, vous avez fait ça, alors du coup, ils deviennent, ils se ramollissent, et puis vous avancez. Avec un peu parfois de brutalité dans le ton, parce que quand vous voyez les gens qui vous font des coups, et que vous savez qu'ils ne sont pas capables de jouer en faveur de votre regroupement tel que vous jouez, et qu'ils sont là que pour donner des coups, le jour où vous décidez de parler, c'est que vous y allez. Vous n'y allez pas de main morte, vous le dites pour qu'ils comprennent que vous savez et qu'ils arrêtent s'ils peuvent arrêter. Maintenant, s'ils doivent continuer, ça va être ça. Il y a un débat qui se pose toujours depuis la nuit des temps lorsqu'on parle de femmes en politique. Pour ce qu'on connaît au Bénin, en tout cas dans la majeure partie des cas, c'est des femmes qu'on traite parfois d'une certaine manière. On dit elles ne sont pas mariées et tout. À quel moment on choisit d'entrer en politique pour ne pas avoir à gérer ça? Vous savez, quel que soit le moment où vous choisissez d'aller en politique, on vous collera des noms. On vous collera un nom, on vous collera tout ce qu'on veut. Juste parce qu'on sait que la femme est fragile. Dès qu'elle reçoit le coup, elle est prête à abandonner. N'est-ce pas? Donc, quel que soit le moment où vous entrez en politique, sachez qu'il n'y a pas un moment propice. Mais le meilleur des moments où il faut entrer en politique et effectivement y rester et jouer pleinement son rôle, c'est quand, par exemple, on a fini la maternité. Quand on a fini sa maternité, quand on est à l'aise, on n'est plus posé, on n'a plus trop de problèmes de ci et de ça, où on a organisé effectivement sa vie au foyer. Et quand on dit que les femmes, elles ne sont pas mariées, elles ne doivent pas, ça c'est des histoires. Qu'une femme soit mariée ou qu'elle ne soit pas mariée, elle est bien pour la politique, elle entre en politique sans aucun complexe. Sans aucun complexe et donc sans aucun complexe. Sans incidence non plus sur sa famille. Oui, ça s'organise au niveau de la famille. Ça s'organise au niveau de la famille. C'est à la femme qui veut s'engager en politique, parce que la politique, c'est un autre travail, une autre occupation qui vient s'ajouter à celle existante déjà. C'est la présente permanente là-bas. Voilà, donc il faut organiser ça. Aux côtés des populations. Aux côtés des populations, aux côtés du parti et tout. Et être les réunions nocturnes. Avec tous les risques que ça comporte. Mais il faut organiser ça au niveau de son couple, parler avec son conjoint, le mettre en confiance. Quand vous dites que vous allez à une réunion à Cotonou, à tel endroit, qu'effectivement, quand qu'on vous y retrouve. Vous y retrouve. Et qu'on ne dise pas vous allez à Ouida, et vous allez à Ouida, ou bien vous allez à Cotonou, on vous retrouve à Ouida, ça commence à poser des problèmes. Même ça peut arriver que vous ayez dit à votre conjoint, je vais à Cotonou ou à Porto Novo, et puis de là-bas, on décide d'aller à... Aujourd'hui, nous avons les nouvelles technologies, nous avons les portables, donc il suffit d'informer. Moi, je crois que quand on met son conjoint, son compagnon ou son conjoint en confiance, on peut faire librement la politique. Mais le meilleur moment, c'est quand les enfants ont déjà un certain âge, où vous pouvez les responsabiliser et pouvoir prendre votre temps pour la politique. Amisetou Afodjobo Loudé, je précise, alors la politique, vous avez connu, les coups, il y en a eu, on a parlé de tout ce que vous avez subi et vécu tout à l'heure, mais l'héritage, il y en a quand même qui est resté en tant qu'héritage de la politique. L'héritage, c'est vrai que j'aurais voulu t'en donner, j'aurais voulu avoir derrière moi un nombre incommensurable de femmes, ou pas derrière moi, avec moi, un nombre incommensurable de femmes avec lesquelles nous travaillons, nous apprenons à travailler ensemble, nous apprenons à avancer ensemble, nous apprenons à faire de la politique ensemble. Et c'est seulement en ce moment que je me dirais, bon ben voilà, si un jour, parce qu'on ne se connaît jamais le jour, je venais à partir, il y a un héritage qui est là et qui sera porté par
des femmes comme moi. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais je travaille pour qu'il y en ait assez. Il y en ait suffisamment pour que l'héritage vraiment puisse être transmis. Et oui, mais à ce niveau, est-ce qu'on n'a pas de plus en plus l'impression que le combat politique ou que les luttes politiques se mènent beaucoup plus entre femmes qu'entre femmes? Et l'impression que ce n'est pas facile pour une femme politique d'en avoir d'autres autour d'elle. C'est vrai. Bon, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pendant longtemps, les hommes nous ont, malheureusement, et nous avons mordu à l'hameçon, mis dans la tête que c'est nous-mêmes qui sommes les louves pour nous-mêmes. Et nous avons mis ça dans la pratique, nous nous sommes mis à nous combattre. Mais quand vous allez dans le combat que les femmes se font, c'est à propos de quoi? Ce n'est rien de substantiel, ce n'est rien d'important. Ce n'est même pas au plan politique, ce n'est même pas dans la réflexion politique. Mais c'est simplement pour des luttes des questions de femmes. De femmes. Moi, je les appelle des questions de chiffon. Du genre? Oui, du genre, pourquoi elle est habillée comme ça, pourquoi elle est plus belle, pourquoi on s'intéresse beaucoup plus à elle. Bon, voilà. Pourquoi on lui a souri? Voilà, ce n'est pas essentiel. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, les gens, j'aime pas trop dire que les femmes manquent de solidarité entre elles, mais le constat est là et le mot qu'on peut utiliser, c'est bien celui-là, que nous manquons énormément de solidarité entre nous, parce qu'on nous a fomenté le mental comme ça depuis longtemps. Vous savez, les gens, à force de répéter, on dit un mensonge répété plusieurs fois devient la vérité pour celui qui le dit. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous avons ce problème-là. Mais j'ai l'impression aussi, quand je vais à des conférences, quand je vais à des réunions, quand je vais assister à des manifestations, j'ai l'impression que quand on dit les femmes soyez plus solidaires, elles disent non, on est solidaires. Qui c'est qui vous a dit que nous ne sommes pas solidaires? Donc ça veut dire que voilà, donc ça veut dire que le réveil est en train d'être fait et que désormais ce manque de solidarité dont on accuse les femmes va s'effacer et nous ferons les choses. Est-ce que vous pensez que les hommes sont solidaires? Non, ils ne sont pas solidaires aussi, non plus. Ils ne sont pas si solidaires que ça. C'est que, bon, ils se disent pour l'instant, elles ne sont pas là, on occupe leur position, ils se battent pour occuper les positions qui sont les nôtres, mais dès l'instant où ils sentent que nous venons là, et que nous allons réellement prendre nos positions, parce qu'ils font bloc, et on commence par vous dire, voilà, et ou bien à la maison, on vous dit, mais c'est celle-là que toi tu vas suivre, celle qui n'a même pas de mari, celle qui n'a pas fait ci, celle qui n'a pas fait ça, la dernière fois, voilà comment elle a ri, la dernière fois, voilà comment elle était habillée, et puis tout de suite, c'est ça. Et comme nous-mêmes, nous ne sommes pas très bien préparés pour encaisser, et tout de suite, ça devient un problème, un blocage. Alors, nous sommes, je crois, au terme de cette émission, mais avant de finir, on remarque depuis peu, comme une nouvelle génération de femmes politiques, plus ou moins engagées et tout, que fait-on? Sinon, qu'avez-vous fait ou que faites-vous à votre niveau pour en faire éclore d'autres? Et aussi, est-ce que vous avez des projets politiques? Bien sûr qu'on ne peut pas vouloir qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient engagées en politique et croiser les bras et attendre. Donc, ce qui est de mon point, enfin, en ce qui me concerne, j'essaye de coopter des jeunes filles, des jeunes dames, et pour leur montrer comment est-ce qu'elles peuvent rentrer en politique. La politique n'est pas le monde politique n'est pas un monde de sauvages. Tout le monde peut y vivre, il suffit seulement de s'organiser, de se préparer. Et donc, je travaille avec des jeunes filles, des jeunes femmes qui déjà comprennent. Et il a été, parfois des organismes m'ont sollicité pour coacher des jeunes filles qui ont l'ambition de faire de la politique. Et puis ensuite, aujourd'hui, ce que moi je souhaite, c'est qu'au départ, depuis le bas âge, c'est-à-dire depuis l'école primaire, que l'éducation civique et l'éducation citoyenne soient ramenées au niveau de nos écoles pour que le patriotisme puisse être réellement enseigné aux filles et aux garçons, pour leur dire que personne ne viendra le faire à leur place. C'est à elles de se mettre aux côtés de leurs frères pour s'élever ensemble et pouvoir demain prendre la direction de ce pays et le gérer
comme ils l'entendent, dans le bon sens bien sûr. Donc au niveau de l'école primaire, il m'est arrivé, j'ai organisé des sessions où on va sensibiliser les jeunes filles pour que, aujourd'hui vous savez, le fléau c'est les grossesses en milieu scolaire. Donc on les sensibilise pour qu'elles pensent d'abord à leur avenir plutôt que de tout de suite se mettre à suivre les garçons. Et je crois que petit à petit, on est en train de faire notre petit bonhomme de chemin et j'espère que la relève va continuer et que d'autres aussi viendront faire parce que chacun fera ce qu'il pourra en son temps, parce que nul n'est éternel. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de ce premier numéro de votre émission Politiquelle. Darius Montonguy. Oui, Piscouyo, avec plaisir, nous avons reçu Amisetou Afou-Djobo Loulé, ou du moins que c'est elle qui nous a fait le plaisir de nous recevoir chez elle et de nous dire l'essentiel de son parcours politique, de ses expériences, de tout ce qu'elle a retenu, en tout cas également de tout ce qu'elle entend faire pour le Bénin, l'Afrique et le monde, et pourquoi pas toutes ces femmes qui se réclament d'un certain charisme et d'une certaine disponibilité à diriger autour d'elle. Merci de votre aimable attention. Amisetou Afou-Djobo, merci de nous avoir reçus. Merci, M. Montonguy. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Disposé à nous recevoir une autre fois. Absolument, absolument. On rappelle, Darius Montonguy, que Amisetou Afou-Djobo, honorable député de la 5e législature, ex-deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale d'alors. Oui, c'est comme ça. Merci de nous avoir suivis. Puis, au plaisir de retrouver nos téléspectateurs, les internautes, très bientôt. À très bientôt.